OK. Ben, si on part à la racine de la chose, c'est sûr que le cinéma québécois a comme vraiment éclos à partir des années 50, à la fin des années 50. Puis, avant ça, c'était beaucoup des films avec un drôle de budget, avec des drôles de mœurs, je dirais, que c'est vraiment pas ancré dans la modernité. On parle notamment de La Petite Aurore, l'Enfant Martyr, qui a été quand même un gros succès au box-office, si je me trompe pas, mais qui est, au niveau de la forme, c'est vraiment pas quelque chose qui tente de développer, qui est vraiment pas moderne du tout, qui s'incarne quand même assez bien dans La Grande Noirceur, si on y pense. Puis ça l'a vraiment, comme le cinéma d'auteur, puis le cinéma québécois a vraiment éclos, à mon avis, à la fin des années 50, avec l'ONF et le cinéma direct. Si on pense aux années 50, à l'époque, on ne se qualifiait pas nous-mêmes comme Québécois. C'était avant la Révolution tranquille. C'est vraiment à partir des années 60 où on utilise ça, Québécois. Auparavant, on était des Canadiens français. Plus des French Canadians. Puis ça, c'est l'autre qui nous définit comme ça. Tu sais, Canadiens français, Canadiens anglais. Puis à partir des années 60, quand Duplessis meurt en 59, Jean Lesage arrive au pouvoir en 1960, ce qui entame officiellement dans l'histoire notre révolution tranquille, bien là, il va y avoir une affirmation nationaliste à ce moment-là. Fait que tout ce qui précède les années 60, c'est comme un peu c'est des essais, beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de réalisateurs québécois à l'époque, dans les années 50. Si on pense... Bon, premièrement, ça commence avec le refus global. Hein. Le refus global, là, était très, très important en 1948, puis ça va lancer quelque chose, une révolution. Ça va nous amener dans la modernité, en fait, intellectuelle, culturelle aussi. Puis, rendu dans les années 50, ben, c'est une production qui est assez éparpillée, là, avec des films comme Aurore, l'Enfant Martyr, c'est sûr que tout le monde le connaît, celui-là, mais Ticoque aussi, de Gratien Gélinas, qui est considéré peut-être le premier film québécois dans un sens où il y a une affirmation, le personnage, c'est pas un colonisé, tu sais, c'est un personnage qui refuse d'aller à la guerre. Là. Tu crois que tu pourrais l'aimer? Si je pourrais l'aimer, les pieds battus à terre. Je danserai plus. Je danserai avec toi quand tu seras revenu. Gratien Gélinas, il l'avait fait en pièce de théâtre auparavant aussi. Il était extrêmement populaire, Gratien Gélinas, à l'époque. C'était un acteur, un metteur en scène, tout ça. Puis avec Ticoque, c'est peut-être le film le plus important des années 50, avant tous les autres films du cinéma direct, là, puis là, on embarque dans une autre partie de l'histoire. Moi, je dirais Les Racketteurs, à partir de 1957, toute l'école française de l'Office national du film du Canada, quand les francophones commencent à faire des films à l'ONF, c'est vraiment là que ça commence, le cinéma québécois, en quelque sorte. À la fin des années 50, le Québec sortait évidemment de La Grande Noirceur, puis les années avec Duplessis, que c'était vraiment très traditionnaliste, très religieux. Puis, à partir des années 50, avec justement la Révolution tranquille, c'est comme l'arrivée du Québec dans la modernité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se posaient la question, c'est quoi être québécois? Fait que c'était justement une façon, à travers ces films-là, de s'identifier comme québécois, d'être québécois. Qu'est-ce qu'un Québécois? Quelle langue qu'on parle? Puis il y a tellement de films qui parlent de ça. Je pense notamment à l'Acadie, que c'est un film sur les Acadiens qui se battent pour avoir une université francophone à Moncton. Qui est justement filmé par des gens de l'ONF. Pour la suite du monde, que c'est tous ces films-là sont vraiment dans une posture nationaliste de se poser la question qui on est comme État moderne, qui on est comme citoyen moderne. Fait que c'est vraiment en lien avec, tu sais, oui, l'espèce de position qu'on n'est pas juste des petits Canadiens français répressés, mais on est vraiment une société avec une identité. C'est assez... en fait, c'est sûr que la vague de cinéma direct a commencé avec Les Racketteurs. Il me fait grand plaisir de présenter au nom des citoyens de Sherbrooke ces clés, signes et symboles de bienvenue, vous invitant, Monsieur le Président de l'Union américaine des Racketteurs, de profiter de notre hospitalité. Et j'espère que pendant tout ce congrès qui se déroulera à Sherbrooke, vous serez tout cœur et tout esprit à votre bonheur d'habiter la plus belle ville du pays et en même temps au souci du succès du congrès des Racketteurs.
Il y a comme l'espèce de légende comme quoi que le preneur de son est arrivé en retard, puis là, quand il est arrivé, c'est exactement au moment où le cinéma direct est né. Puis apparemment, on le voit dans le film. On voit l'arrivée de ce gars-là qui est arrivé en retard, puis qui commence à prendre le son en plein milieu d'une prise. C'est ça que la légende dit, mais Michel Brault disait que tout le son a été refait de toute façon en montage. Fait que c'est comme un gros mythe, l'histoire du cinéma direct, mais en même temps, c'est pas juste au niveau de la synchronisation du son et de l'image en documentaire qui était nouveau. Oui, ça l'était beaucoup, puis il a quand même œuvré là-dedans, mais il y a quand même beaucoup des artifices du cinéma qui sont en documentaire, même si c'est du documentaire puis c'est censé représenter la réalité. Au son, à l'image, il y a tellement de façons de raconter quelque chose. Mais ça l'a vraiment éclos avec Les Racketteurs, qui était vraiment... je pense vraiment que la philosophie du cinéma direct, c'est d'aller à hauteur d'homme, aller filmer les gens dans leur quotidien, pas aller filmer des gens riches et célèbres comme on avait tendance à le voir à Hollywood ou dans le cinéma européen. C'était vraiment d'arriver avec une caméra puis d'aller filmer les gens dans leur quotidien. Donc, Les Racketteurs, c'est un concours de raquettes. Fait que c'est des gens qui font une course de raquettes. Puis ils filment les gens qui font le sport, qui regardent, qui les encouragent. À la fin, il y a une célébration. Il y a même Maurice Richard qui arrive dans le film comme étant Maurice Richard. Puis vraiment, c'était vraiment juste d'aller filmer la poésie qu'il y avait dans le quotidien des gens qui parlaient le joual, des gens qui faisaient partie de la classe ouvrière. Un des films qui illustre vraiment bien l'idée d'aller filmer les gens dans leur quotidien, c'est A.C. Henry, le 5 septembre. Nous avons choisi de vivre 24 heures d'affilée dans une sorte de course à relais où 30 touristes, caméra en bandoulière, se passeront l'objectif. Nous ne chercherons pas l'insolite parce que nous sommes en Amérique. Nous nous contenterons d'épier le quotidien dans sa grisaille ou son soleil. Nous avons choisi de vivre face à face parce qu'un quartier ouvrier, c'est un peu la vitrine d'une cité. Saint-Henri s'est éveillé, bientôt 7 heures. Dans les cuisines grilles de petits déjeuners anglais sur réchaud américain, et bout le café, précieux vestige de notre culture française. C'est comme la journée de la rentrée des classes, fait qu'on filme autant. On a juste filmé le 5 septembre. C'est vraiment ça le point de ce film-là. C'est vraiment de montrer la poésie derrière le quotidien des gens de la classe ouvrière. Fait que je pense que c'était vraiment quelque chose qui était important pour ces cinéastes-là de l'époque, d'aller filmer du vrai monde. C'est vraiment l'expression qu'ils utilisaient, d'aller filmer le vrai monde. Puis ça s'est manifesté dans plein de façons. Notamment pour la suite du monde, que c'était vraiment d'aller rechercher l'héritage de la pêche aux marsouins. En 1963, un film documentaire qui nous a fait connaître à l'extérieur du Québec. C'est un film vraiment important, un film documentaire qui parle de pêcheurs. Et c'est vraiment les deux cinéastes qui sont très reconnus dans cette période-là, qui se sont déplacés, sont allés filmer le vrai monde. T'sais. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi dans notre cinéma, de donner la parole à des gens qui sont très éloignés des grands centres et qui sont
qui ont leur propre vocabulaire, qui ont leur propre histoire. Puis le film est tellement attachant parce qu'on découvre ces personnages-là. Je dis personnages, même si c'est des vrais gens, mais c'est des personnages en soi, sont uniques. Il y a quelque chose de vraiment familier quand même avec eux et on s'attache pas mal. Ouais. Lorsqu'on parle de cinéma québécois, de l'émergence du cinéma québécois dans les années 60, on parle vraiment du cinéma direct. On parle du documentaire, de la pratique documentaire, parce que c'était une époque où le cinéma au Canada, à l'ONF, entre autres, ne permettait pas aux francophones de faire de la fiction. Puis ça a pris une couple de courageux pour commencer à faire des films de fiction pour qu'on raconte nos histoires. Parce que les Québécois, ils ont tout le temps préféré aller voir rêver les Américains sur le grand écran, voir les rêves américains au grand écran, plus que leurs propres rêves à eux. Puis c'est pas un cinéma du rêve non plus, c'est un cinéma du réel, le cinéma québécois, qui a un ancrage très, très fort dans le documentaire. Mais les formes, le style documentaire, les procédés documentaires vont polliniser la fiction. Alors, les premières fictions, puis souvent on dit Le chat dans le sac, qui est peut-être le film le plus important de ces années-là, 1964, réalisé par Gilles Gros, un antécédent aussi, c'est À tout prendre de Claude Jutras, qui est un film beaucoup moins connu, mais qui est tout aussi important dans la cinématographie québécoise. Et il va utiliser beaucoup de techniques. Godard utilisait des procédés de distanciation, qu'on va dire. Comme briser la continuité visuelle, faire des faux raccords intentionnels, des répétitions, des regards caméra où tu brises le quatrième mur, tout ce qui est de l'esthétique, tout ce qui est sous l'influence de Brecht, en fait, Bertolt Brecht, dramaturge allemand des années 20, qui a pensé une façon au théâtre de faire penser justement les spectateurs. Puis pas de les perdre dans des histoires bourgeoises, puis des personnages, etc., puis du mélodrame, mais c'est du théâtre politique. Puis ça, ben, le cinéma va devenir politique, très influencé dans les années 60. Puis ça marche main dans la main avec la prise de conscience que les Québécois ont à la même époque dans la société. Donc, Le chat dans le sac, me semble, et À tout prendre, qui le précède d'une année, sont des films extrêmement importants dans ces années-là. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'origine, c'était des projets documentaires qui avaient été proposés à l'ONF, puis que c'était des petits fins finaux, là, les cinéastes québécois, comme Gilles Gros, entre autres, qui proposaient, par exemple, pour Le chat dans le sac, de faire un documentaire sur l'hiver. Puis là, graduellement, lui, il va tourner ce qui va s'avérer être une fiction, avec des procédés du documentaire. C'était la seule façon à l'époque de passer à la forme fictive. Puis dans ce sens-là, ben, ça a ouvert la porte à la décennie qui suit dans le cinéma québécois. Puis ça va se transformer, ça va évoluer, rendu dans les années 70, ça devient autre chose aussi. On développe une certaine identité aussi à travers notre cinéma. On s'approprie le 7e art, tu sais, puis on fait ce qu'on veut, on laisse tomber les conventions. C'est du caméra épaule, c'est lumière naturelle, c'est son direct, voix off, du jump cut. L'image, elle est gritty, elle n'est pas nécessairement toujours très belle, elle est maganée, mais ça s'amalgame super bien ensemble, puis ça donne, dans le cas de À tout prendre, ça donne un film super émotif qui parle d'une relation de couple, qui parle de la jeunesse beaucoup. Je pense que, comme la Nouvelle Vague française, ça parlait de la jeunesse. Il y a Gilles Gros aussi avec Le chat dans le sac. Il y a tous ces films-là du début des années 60 qui étaient très intéressés par la jeunesse et qui apportaient un vent nouveau au cinéma. Mais dans notre cas, au Québec, c'était pas mal un vent point, parce qu'il y avait peu de cinéma avant ça. Donc, ça a démarré quelque chose dans notre cinéma. Effectivement, le cinéma québécois, à partir des années 60, en fait, il faut l'inscrire dans quelque chose de plus large. C'est l'émancipation. On rentre dans le monde qu'on va dire post-colonial. C'est qu'à partir des années 60, c'est l'émergence des cinémas nationaux partout à travers le monde. Et le cinéma québécois s'inscrit allègrement dans ça, dans l'émergence des cinémas nationaux. Donc, rendu dans les années 60, ben oui, force des choses, je veux dire, la nouvelle vague, c'est peut-être le courant le plus important à cette époque-là. Il y a deux courants qui ont eu beaucoup d'influence sur toutes les cinématographies nationales, incluant le cinéma québécois émergent de l'époque. Un, c'est le néo-réalisme italien,
après la Deuxième Guerre mondiale, avec des cinéastes comme Roberto Rossellini, des Sica, bon, on les connaît tous, ces films-là, Le voleur de bicyclette, Rome, ville ouverte, tout ça, par la modicité des budgets, par les façons, les méthodes de tournée, avec des techniques, des équipes réduites, des caméras plus légères aussi, puis cette espèce d'esthétique du documentaire qui est intrinsèque à l'esthétique du néoréalisme italien, puis et la nouvelle vague française aussi. Mais il n'y avait pas seulement la nouvelle vague française, il y avait la nouvelle vague tchèque, la nouvelle vague japonaise. Donc, l'idée des nouvelles vagues, c'est la deuxième vague de modernité dans l'histoire du cinéma. La première vague ayant été dans le cinéma muet dans les années 20. Puis quand le cinéma devient sonore, à partir de 27, là, on retombe dans le cinéma classique, etc., là, avec des têtes parlantes et tout. Puis la deuxième vague de modernisme cinématographique arrive dans la foulée du néoréalisme italien et particulièrement des nouvelles vagues. Mais oui, le cinéma québécois va être extrêmement influencé par la nouvelle vague française. Puis aussi des affinités de langue, en fait, là, le fait que ce soit des Français puis que nous parlons français. Et Godard aussi, qui va être le cinéaste dans l'après-guerre, qui peut-être va avoir le plus d'influence. Mais là, on parle d'une époque où le cinéma était politisé. Tu comprends? C'est-à-dire... Puis peut-être qu'on va y arriver dans cet entretien-là, c'est qu'éventuellement, il se dépolitise, le cinéma québécois. Mais à mes goûts, à moi, les films qui sont les plus importants, puis qui ont plus de résonance culturelle ou historique, c'est les films qui ont un fond politique, idéologique. Qui sont modernes, en fait, tu comprends? Puis dans ce sens-là, ben, quand tu es dans les années 60, puis tu as des cinéastes comme Claude Jutras, Gilles Groux, Jean-Pierre Lefebvre aussi, vont beaucoup s'inspirer de Jean-Luc Godard. Puis sa façon de briser le montage, par exemple, de faire du faux raccord, du jump cut, de briser la continuité visuelle et narrative aussi. C'est une façon de se tenir, c'est une espèce de révolte, si tu veux, contre l'hégémonie du cinéma hollywoodien. Puis du cinéma anglo-saxon en général, qui est très formaté aux États-Unis, peut-être moins en Angleterre, mais aux États-Unis, puis Hollywood, on le sait, c'est une usine à saucisses, c'est très formaté, c'est des départements, ils font les films d'une certaine façon. Donc, l'influence de Godard est inestimable, en fait. Puis je dirais, il y a d'autres cinéastes aussi, là, c'est Jean Rouch aussi. En fait, la pratique documentaire va autant influencer que les films de fiction. C'est là que ça se mélange, toutes les choses-là, tu sais. Documentaire, la fiction, là, ça devient plus hybride un petit peu, et avec un fond politique. Ben, il y a de ces cinéastes-là, des fois, qu'on oublie à quel point ils étaient importants puis prolifiques. Puis je pense, entre autres, à Jean-Pierre Lefebvre, qui a fait plus d'une 50aine de films, qui était extrêmement prolifique à partir des années 60, et qui s'inscrit justement... Il ne fait pas partie de l'école du direct, lui. Lefebvre, il faisait bande à part là-dedans, extrêmement influencé par Godard aussi. Puis en 1968, il va faire ce que moi je considère un de ses chefs-d'œuvre de sa filmographie dans les années 60, c'est Jusqu'au cœur. 52e leçon, la vie est belle. Life is wonderful. Repeat after me. Life is wonderful. Tu t'en vas faire la guerre. Tu t'en vas faire la guerre. Non. Faire la guerre, c'est trop facile.
C'est le grand jour. Nous allons enfin faire de vous un homme universel. Avec, mettant en vedette Robert Charlebois, qui était une grosse vedette à l'époque, et Mouffe, qui était sa blonde aussi à l'époque, et une actrice et tout. Ils venaient de faire l'Hostie Show ensemble, qui est considéré très important dans la culture québécoise, avec Yvon Deschamps. Puis en 68, puisqu'il était hot, Jean-Pierre Lefebvre dit, OK, il les connaissait, c'était la même gang, il dit, on va faire un film ensemble qui va s'appeler Jusqu'au cœur, qui est peut-être le film le plus moderne qu'on a jamais fait au Québec. Tout déconstruit, l'utilisation de la répétition, des couleurs saturées, la théâtralité aussi, beaucoup de trucs théâtrales, mélangés avec des techniques purement cinématographiques. Une histoire désinvolte aussi, c'est très, très désinvolte. C'est comme une espèce de poème ou de parabole pacifiste contre la guerre du Vietnam. Puis c'est un film un peu oublié dans notre filmographie, je trouve. Je rencontre pas beaucoup de gens qui en parlent de ce film-là. Puis c'est pas pour tout le monde non plus, hein, c'est un style. Comme les films de Godard aussi, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui l'adorent, Godard, puis il y a des gens qui le trouvent insupportable. Mais à l'époque, Lefebvre, quand il a fait Jusqu'au cœur, c'est ce qu'on appelle le modernisme politique. Puis on voyait vraiment l'influence de la pensée brechtienne sur ces films. Via Godard, là, par le truchement de Godard, puis d'autres cinéastes aussi qui travaillaient dans ce moule-là à l'époque, cette façon de faire-là, pour faire penser les gens. Pas juste raconter une histoire, pas juste émouvoir, mais vraiment faire penser les spectateurs à la réalité politique dans laquelle ils se situaient, à l'extérieur de la salle de projection. Fait que le rôle de l'art tel qu'il était perçu par quelqu'un comme Lefebvre, par exemple, puis particulièrement dans Jusqu'au cœur, c'est vraiment de brasser la cage, si tu veux, puis de dire, écoutez, il y a la guerre du Vietnam, il y a ci, il y a ça. Tu sais, ça brassait à l'époque. C'était une époque où les films avaient beaucoup d'idées dedans. Puis que les réalisateurs ne faisaient pas des films en réaction à un marché. Aujourd'hui, on est vraiment juste là-dedans. C'est des études de marché, c'est OK, on va faire tel film. Puis c'est les films de genre, beaucoup, hein, qui sont populaires aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, c'était des auteurs qui étaient libres, qui créaient de façon complètement libre. Il n'y avait pas de gabarit. Tout était à faire. On se permettait d'expérimenter. La pulsion expérimentale dans Jusqu'au cœur, par exemple, est extrêmement forte. Puis il y en avait du cinéma expérimental à l'époque. Donc, documentaire, cinéma expérimental, cinéma d'animation, film d'auteur, et tous les grands auteurs, Bergman, Fellini, Antonioni, tous ces gens-là, et Godard, et Truffaut, Pyrénées, vont coalescer, à mon goût, à moi, dans Jusqu'au cœur, qui est vraiment un film incroyable. Puis assez étonnamment, Charlebois, il est bon, c'est un bon comédien là-dedans aussi. Il agit un peu comme une marionnette dans le film, dirigé par Lefebvre lui-même, qui lui dit les choses. Puis on sent la présence de Lefebvre dans le film. Fait que c'est vraiment un film intéressant, Jusqu'au cœur. Moi, je le recommanderais à quiconque s'intéresse vraiment au cinéma québécois des années 60. Là. C'est un film à voir, c'est sûr. Moi, c'est un de mes films préférés, en tout cas. Ah! Termine les titres suivants. C'est à ton tour, Laura. Oui, Laura Gagnon. Oui, c'est ça. Non, c'est Laura Cadieux. Laura Cadieux, merci. C'est à ton tour, Laura. Cadieux? Oui. Oui. C'est à ton tour, Laura. C'est son nom de famille dans beaucoup que je dis, genre. Peut-être. Je sais pas. T'as aucune idée? Essaye. Laura Vallée. Laura Vallée. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, en fait. Mais c'est pas grave, c'est Laura Cadieux. C'est à ton tour, Laura. Cadieux. Deux femmes en... Nord. Nord? En Nord. 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 Puis mon oncle. Antoine. Ouais. Henri? Antoine? Étienne? Mon oncle. Mario. Mon oncle. Je sais pas. T'as aucune idée? Non. OK. C'est pas grave, t'en as eu un.
Mon oncle Georges, c'est-tu? Depuis 2017, le Gala Québec Cinéma remet des iris pour récompenser le cinéma québécois. Comment se nommait cette statuette auparavant? Le gars là, qu'on n'a plus le droit là, de nommer son nom, là, comment il s'appelait, non? Hein? C'est ça, les statuettes Voldemort. Depuis 2017, le Gala Québec Cinéma remet des iris pour récompenser le cinéma québécois. Comment se nommait cette statuette auparavant? Je sais pas. T'as aucune idée? Non. Nomme-moi un prix québécois. Gémeaux. Bon, c'est pas les Gémeaux, par contre. Tu t'es bien essayé. Ben, c'est ça, tu as dit, nomme-moi un prix québécois. C'est les Jutras. Jutras. Ah, ça Ouais. se peut, ça se peut. Ça fait du sens. OK, c'est ça, les iris. Ça, c'était Jutra. Oui, exactement. Exact. Parfait. Ben, j'ai pas le droit de... Je peux pas te dire, là. Tu peux pas? Je peux pas te dire, là. On n'a plus le droit. Ça commence par un J, finit par Utra. Parfait. Comment se nommait cette Jutra. statuette? C'est Jutra. J'ai checké avant. Imbécile.